Donc, mon propos va s'articuler en quatre points. Donc, l'élaboration d'une norme qui a mis 13 ans, les essais au laboratoire. Donc, on est parti de produits que vous désinfectant dans les toilettes, en gros, jusqu'aux essais à Mourmelon avec l'armée pour réaliser les tests, les prélèvements au gaz, au cyclohexane, dans une base de l'armée. Des essais sur le terrain, donc en arboriculture, en viticulture, grande culture, et une petite particularité en Martinique, donc dans les plantations de bananes, et les améliorations à envisager. Donc aujourd'hui, un agriculteur doit porter des équipements de protection individuelle. Donc lorsque vous regardez les étiquettes de produits phytopharmaceutiques, vous avez pour la préparation de bouillie, l'applicateur doit utiliser des gants, une combinaison, un tablier et éventuellement un masque selon le type de produit. C'est le même type de protection individuelle lors du nettoyage du matériel. Et ensuite, il y a une différence si vous avez une cabine ou si vous n'avez pas de cabine. Donc, lorsque vous n'avez pas de cabine, vous utilisez des gants, une combinaison type Tyvek, Taikem, et un troisième, je ne sais pas, pour pas faire de publicité, et une combinaison simple, éventuellement un masque si nécessaire, ce qui est écrit en fonction des propriétés du produit. Et si on a une cabine, vous enlevez votre tablier, vous enlevez vos gants que vous aviez pendant la préparation de bouillie, et vous rentrez dans votre cabine en ayant nettoyé vos mains, tout ça, avec juste votre combinaison. Donc voilà, donc là c'est pour l'opérateur et je ne parlerai pas de la personne qui rentre dans les parcelles traitées. Donc on a mené une étude, un CRD, un contrat recherche et développement avec l'ANSES, donc pour savoir quels étaient les équipements de protection individuelle qui étaient utilisés par les agriculteurs. Donc dans un premier temps, on a regardé d'abord quels étaient les équipements de protection individuelle disponibles pour les agriculteurs, ça va être désagréable. Donc on a enquêté 67 distributeurs. Ensuite, à partir de là, on a enquêté 1356 agriculteurs en métropole, sur tout type de culture, même dans les sous-serres. Et ensuite, on a observé 100 opérateurs. On a regardé comment ils travaillaient du début à la fin de sa journée. Donc au niveau des résultats, il y a 18% des agriculteurs qui s'équipent correctement des équipements de protection individuelle, donc qui sont mentionnés sur les bidons, sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique, et tout au long de la journée. C'est-à-dire que l'agriculteur peut se protéger en début de journée et au fur et à mesure du nombre de préparations de bouillie et de traitement, il enlève les équipements de protection individuelle. La performance est plus importante que sa sécurité. Donc, c'est un compromis entre sécurité et performance. Donc, bien évidemment, ce que je ne vous ai pas dit aussi, on s'est intéressé à cela parce qu'au niveau de la normalisation des équipements de protection individuelle, un équipement de protection individuelle doit être disponible. Au niveau des exigences, il doit être portable et il doit être, bien évidemment, efficace. Donc vous voyez, manque de confort, manque de connaissances, regard de la population générale, donc les bras d'honneur, le coût, et il y a seulement 10% des agriculteurs qui regardent son étiquette quotidiennement lorsqu'ils utilisent un bidon. Donc ça laisse beaucoup d'espoir, donc les agriculteurs pour protéger. Donc l'idée, c'est... à chaque fois. Donc l'idée, on voit bien que l'équipement de protection individuelle, c'est pas forcément la panacée, c'est un élément important, mais il y a d'autres éléments. Donc si on prend les 9 principes généraux de prévention, on voit que on arrive avec la protection collective et la protection individuelle seulement en 8e place. Avant, il y a éviter les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail, tenir compte de l'évolution technique, par exemple, privilégier certains pulvérisateurs à d'autres, tels que les panneaux récupérateurs par rapport aux face par face en viticulture ou d'autres types de pulvérisateurs. Remplacer. Donc voilà. Donc par rapport aux mesures de protection collective, il faut quand même les privilégier par rapport aux protections individuelles. Donc on peut le faire
Donc, vous avez certainement déjà vu ce type d'écriteau lorsque vous admirez les cabines de tracteurs. Donc ça, c'est dans tout type de salon. Vous pouvez le voir également sur vos champs. Tous les tracteurs neufs, depuis 2014, ont cette inscription dans son tracteur, ou au moins dans le manuel d'utilisation. Donc, il y a 4 cabines, il y a 4 catégories de cabines. Il y a cabine de catégorie 1 qui est, vous voyez une cabine. Cabine de catégorie 2, elle est efficace contre les poussières. Cabine de catégorie 3, efficace contre les poussières et les aérosols. Cabine de catégorie 4, efficace contre les poussières, les aérosols et les gaz. En plus de cela, ça c'est un test, donc là on réalise un test. Par rapport, il y a une surpression de 20 pascal et également un renouvellement d'air de 30 mètres cubes heure, et il y a un indicateur de pression dans votre cabine de catégorie 3 ou 4. Vous pouvez très bien, tous les agriculteurs qu'on rencontre nous disent « mais moi j'ai une cabine avec un filtre à charbon actif ». Pour répondre aux exigences de la norme, ça ne suffit pas. Il faut avoir la surpression, l'efficacité et le renouvellement d'air. Donc, vous avez ce type de catégorie, et donc il y a un test en laboratoire, un test de confinement pour les cabines de catégorie 3 et 4. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes vos cabines neuves de tracteurs, automoteurs et enjambeurs, depuis 2014, on va dire, depuis le 1er septembre 2014, ont cette notification. Pour certains types de tracteurs, c'était depuis 2011, et là, depuis 2014, il y a ces notifications. Et dans le manuel d'utilisation, vous pouvez lire, si vous êtes par exemple d'une cabine de catégorie 3, le manuel de l'opérateur doit fournir les informations stipulant le type d'équipement de protection individuelle. Si par exemple vous avez s'il y a besoin de masques A2P3, il faut que ce soit stipulé, on va dire, dans le manuel d'utilisation. Donc on revient à l'étiquette. Donc qu'est-ce qu'on fait en laboratoire? Donc on détermine l'efficacité de la cabine en laboratoire, on regarde quelle est la concentration à l'extérieur de la cabine au niveau du filtre, et on s'intéresse à faire une mesure au niveau des voies respiratoires de l'opérateur. Ensuite, l'efficacité est concentration inférieure sur concentration extérieure, et on détermine cette efficacité. Donc en laboratoire, des constructeurs nous ont prêté du matériel. Donc il y a 3 équipementiers pour arriver à réaliser arriver à la norme. Et donc on a réalisé, on va dire, 500 tests, plusieurs cabines, plusieurs filtres. On tâtonnait au début, donc je vous ai dit, ça a mis du temps. Et donc ensuite, au début, on arrivait à une efficacité de 40 à 99%. 0,6%. Et donc, c'était vraiment en marge d'amélioration. Il y avait des filtres où il y avait des trous, il y avait des fuites d'air, il y avait des filtres qui étaient charbon actif. Lorsqu'on les coupait en deux, on voyait qu'il n'y avait pas grand-chose. Lorsqu'on les pesait. Donc, il y a tous ces facteurs-là. On a vraiment essuyé les plâtres. Je ne dis pas que c'est parfait maintenant, mais on est dans une piste d'amélioration. Donc, depuis, la norme est parue. Suite à cette norme, là, elle était en révision jusqu'à hier soir. Vous pouviez faire vos commentaires si vous vouliez, jusqu'au niveau normalisation européenne. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que ça, ce sont des tests qui sont réalisés à IRSTEA. Donc, il y a 3 labos en France qui réalisent les tests. Nous, on est sur les cabines, ça sera forcément IRSTEA. Sur les automoteurs et les enjambeurs, étant donné qu'on est sur la directive machine, vous pouvez, il y a un large spectre, mais il y a un problème du moins, c'est pas un problème. Il y a le côté responsabilité, qui prend la responsabilité. Donc, lorsque vous faites des tests, donc depuis 2011, là, je vous ai mis en marge, parce qu'en 2010-2011, il n'y a pas eu beaucoup d'essais. On peut dire qu'il y a une reconnaissance d'essais en fonction du CITEVI, du CIMA, du Vinitec, donc des différents salons, pour afficher les différents types de catégories. Et on voit que au départ, il y avait, au niveau des cabines de catégorie 4, les constructeurs étaient un peu réticents
parce qu'ils n'avaient pas forcément accès aux filtres. Qui avait la responsabilité aujourd'hui? Si aujourd'hui elle est cabine de catégorie 4, mais demain est-ce qu'elle va l'être? Quelle est ma durée de vie du filtre? Donc tous ces éléments-là. Là, on voit que la plupart des constructeurs nous demandent une cabine de catégorie 4, de faire passer leur matériel en cabine de catégorie 4. Donc voilà, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc il y a encore des constructeurs qui restent sur une cabine de catégorie 3 ou une cabine de catégorie 2. Donc il y a les tests, j'ai montré le côté négatif. Donc il y a des constructeurs qui viennent, qui proposent leur cabine, on réalise les tests et il y a des essais négatifs. Ça veut dire que ça peut s'arrêter sur la surpression, ça peut s'arrêter sur le renouvellement d'air, mais on peut également être à un moment donné sur l'efficacité. Donc là, ils refont des contrôles, ils essayent de voir et à un moment donné, soit ils reviennent pas. Mais il y a également encore peu de cabines avec une efficacité moindre. Donc ça, c'était en laboratoire. Donc sur le terrain, souvent je mets la même image. On a quand on demande à un agriculteur, lorsqu'on enquête des agriculteurs, ils nous disent oui, j'ai une cabine. Mais lorsqu'on va sur le terrain, on voit que la cabine, c'est une cabine, oui, j'ai une cabine fermée, mais elle est fermée pas comme j'imagine qu'elle devrait être fermée. Donc il y a des passages de câbles, il y a des cabines ouvertes, il y a souvent la vitre ou la vitre s'est cassée juste la veille. Donc voilà, ça arrive, mais il faut plus que j'aille sur le terrain. Donc cabine ouverte, absence de cabine, ou sinon il y a juste l'arceau. Donc voilà. Ensuite, si on creuse un peu, donc il y a la cabine climatisée, cabine non climatisée, pressurisée. Et donc, lorsqu'on arrive à tout ça, on se pose la question, mais finalement, ma cabine de catégorie 4, après tout ça, est-ce qu'il en existe encore sur le terrain? Et par rapport à l'entretien aussi. Finalement, on a, selon les agriculteurs, il y en a qui changent une fois tous les 3 ans, une fois tous les 2 ans leur filtre. Et quand on leur demande comment vous nettoyez ou comment vous entretenez l'intérieur de votre cabine, finalement, c'est pas forcément régulier. Donc, si on s'intéresse que à la littérature scientifique, il y a beaucoup de paramètres. On ne s'intéresse pas que à la cabine. Donc, dans la littérature scientifique, la cabine ressort comme un intérêt, comme quoi elle protège l'opérateur lors de cette phase de traitement. Mais il y a d'autres paramètres qui peuvent être des effets protecteurs ou des effets aggravants. Donc, c'est un global à avoir par rapport à ça. Mais si on s'intéresse que à la cabine, dans la littérature scientifique, il y a un rapport EFSA. Donc, l'efficacité va de 31 à 99%, pas que sur des cabines neuves. Et donc, il y a différentes variables, comme je viens de vous le montrer, et par rapport à ces cabines fermées, ouvertes, pressurisation, climatisation. Donc, il y a vraiment une variabilité sur le terrain de ces concentrations. Donc, moi, j'avais fait une étude lors de ma thèse en polyculture élevage en Bretagne, avec des cabines, j'en ai eu, je crois, une de neuve, et on est systématiquement supérieur à 50%. Donc, la cabine protège. Et j'avais justement ces cabines où il y avait des vitres ouvertes, de la veille. Et il y a une étude où on s'est intéressé que à la cabine, donc de l'INRS par Denis Bémer, où justement qui a participé à la normalisation, et lui il s'est intéressé avec des filtres spécifiques, des cabines récentes, en se disant quel est votre type de protection de cabine, et on arrive à 94,4 jusqu'à 99,6%. Il n'y a que 4 essais, mais ça montre qu'il y a également des possibilités déjà en 2009. Donc là, je vais vous montrer un travail qui a été réalisé de 2012 à 2014, donc projet Safe Use Initiative, donc sur des cabines de moins de 2 ans, des filtres spécifiques, en absence de fuite dans la cabine initialement, et il y a une cabine qui était à 19%, mais c'est important de l'indiquer, mais il y a une grande partie qui était supérieure à 50%, jusqu'à 98%. Donc là, vous voyez le type de cabine. Donc on voit déjà que sur le terrain,
On n'arrive pas forcément à avoir les 30 mètres cubeurs de renouvellement d'air, on n'arrive pas à faire le test au niveau des 20 pascal, donc il y a des choses à améliorer avec les constructeurs également. Ce sont des cabines qui n'étaient pas cabines de catégorie 4 parce que elles n'avaient pas forcément, les constructeurs n'étaient pas venus faire le test, mais avaient des filtres spécifiques et donc partaient du principe qu'ils avaient une cabine de catégorie assez bonne. Donc voilà, donc il y a un test où on n'a pas pu faire parce qu'il y avait trop de fuites et donc il n'y avait pas de mesure. Et donc il y a aussi un essai où, là je crois que c'est important de le dire, c'est qu'il y a un type de population qui est moins bien informée, c'est le service après-vente. Or, un agriculteur, il va avoir son service après-vente et dans notre échantillon et dans tous les échantillons, même en Martinique et en Guadeloupe, où l'agriculteur pensait avoir une cabine de catégorie 4, et ben finalement, on va voir le filtre et c'est un filtre papier. Donc voilà, il y a aussi ça. On part en disant il y a toute la chaîne qui doit travailler là-dessus et il y a un niveau de formation à avoir. Donc je vais finir par 2 transparents, voire 3. Voilà. Donc là, sur des travaux de thèse, on a pu montrer que sur la contamination des mains, on est avant traitement, fin de remplissage et fin de pulvérisation, et ensuite qu'il y avait des niveaux de concentration. On a fait ça sur cuivre et folpel. Donc juste pour montrer quelle était l'incidence du nettoyage, et on s'est intéressé par la suite à le volant et les commandes. Donc juste pour montrer, on nettoie les commandes avant, on veut montrer l'incidence, l'effet de la concentration sur les commandes et sur le volant. Donc il est vrai que ce que l'on cherche, on l'on trouve. Lorsqu'on cherche quelque chose, on le trouve, mais avec des concentrations assez faibles. Et lorsqu'on fait la comparaison entre contamination du volant et contamination des commandes versus contamination des mains, on n'arrive pas à montrer forcément de lien. Et lorsque je vous ai montré l'étude tout à l'heure, j'avais oublié de vous dire que lorsqu'on nettoyait la cabine, entre le matin et l'après-midi pour aller retraiter, on gagnait une efficacité de 5 à 23% au niveau de l'efficacité de la cabine. Donc il y a aussi ces démarches à apporter au niveau des entretiens. Donc pour conclure, donc, une salle blanche au niveau de la cabine, que ce soit sur le terrain, eh ben, on ne l'aura pas ou jamais. Sinon il ne faut pas traiter, il ne faut pas travailler. Et donc l'agriculteur descend et monte de sa cabine, donc il y a tous ces éléments-là. Il y a également tout ce qui se passe lorsque les commandes et les volants, lorsqu'on le disait aux viticulteurs, aux agriculteurs, aux planteurs, c'était des notions qu'ils n'avaient pas forcément. Pourquoi voulez-vous qu'on nettoie à l'intérieur? Bon, après, est-ce que vous nettoyez l'intérieur de votre voiture? Ça dépend, c'est un peu, on peut faire la comparaison. Il y en a qui sont très propres et d'autres un peu moins. Donc, en conclusion, la cabine protège. Il faut travailler sur l'entretien du matériel de la cabine, aller nettoyer le volant, les commandes. Il y a cette norme qui existe, elle apporte quelque chose, elle connaît un niveau de protection. Vous avez des types de catégories. Après, ça a permis de limiter certains filtres. Il y a des filtres qu'on utilisait avant, qu'on n'utilise plus maintenant. Après, ça ne veut pas dire, je ne suis pas de catégorie 4, mais ça veut peut-être dire que la cabine n'a pas passé le test, mais elle peut être d'un niveau correct. Voilà, donc il faut faire attention, mais c'est un indicateur qui peut être intéressant pour les agriculteurs. Alors, intentionnellement, pas indiqué, j'ai pas fait la comparaison entre tracteur, automoteur, enjambeur, vigne, arbo, tout ça. C'est vrai qu'on a plus de facilité à avoir une cabine de catégorie 4 en enjambeur, automoteur, grande culture. Il y a des travaux qui doivent être encore menés. Il y a 2 à 3 types de tracteurs vigne étroite ou arboriculture qui sont de cabines de catégorie 4 aujourd'hui, mais il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Donc, sur le tracteur étroit, c'est des problèmes techniques pour arriver à améliorer ce type de cabine. Par rapport à la question, j'ai un tracteur sur le terrain, je l'ai acheté il y a 6 ans, il y a 7 ans. J'en l'entretiens correctement, j'ai pas de fuite, j'ai un tracteur, je peux pas le changer demain. Qu'est-ce que je fais? Il y a des solutions sur le terrain qui sont testées, c'est une demande du ministère à un moment donné en disant tiens, il y a ces systèmes rétrofit. Donc c'est en cours d'évaluation.
Donc peut-être que ça pourrait être accessible. C'est quelque chose, un capot que l'on met sur le tracteur pour essayer d'atteindre cette cabine de catégorie 4. Il y a toujours des travaux à mener sur la durée de vie du filtre. Donc ça, c'est... voilà. Si vous regardez sur le manuel d'utilisation, ça peut être 60 heures, ça peut être 600 heures, ça peut être 1 an. Voilà. Donc il y a vraiment une diversité. Donc il faut de temps en temps ouvrir son manuel d'utilisation. Et au niveau de la diffusion, il y a une population qu'il faut informer plus ou mieux. Les constructeurs, quand on discute avec eux, ça va, ils connaissent leur cabine la catégorie de cabine, pardon. Par contre, lorsqu'on va sur le terrain et on discute avec le concessionnaire, parfois il y a des améliorations à avoir. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous ai montré plusieurs projets. C'était financé par l'ANSES, la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole, pardon, la Caisse centrale, IRSTEA, la MSA, j'ai oublié quelqu'un, et l'UIPP, et j'ai dû oublier quelqu'un. Le ministère de l'Agriculture, pardon. Le BSST.